L'analyse fonctionnelle. Il faut savoir que comme beaucoup de méthodes et d'outils qui sont utilisés en gestion de projet, l'analyse fonctionnelle a été imaginée dans l'industrie. C'est General Electric qui va proposer cette approche à la fin des années 40. Mais il faut savoir également que c'est la méthode APTE, pour application aux techniques d'entreprise, déposée par le cabinet de conseil homonyme, qui va vraiment la rendre célèbre dès les années 60. Aujourd'hui, elle est structurée par une norme européenne. L'analyse fonctionnelle, c'est une manière d'envisager la conception d'un produit, quelle que soit la nature de ce produit. En considérant sa finalité, on appellera fonction ce que devra faire ce résultat du projet une fois terminé. C'est en cela que cette analyse est dite fonctionnelle. En ne s'intéressant dans un premier temps qu'à l'utilisation qui sera faite du produit, on se concentre sur la valeur qu'il apportera à ses utilisateurs. Et donc, en toute logique, au commanditaire du projet. Dans le cycle du projet, l'analyse fonctionnelle va intervenir après notre note de cadrage et notre étude de faisabilité. Elle reprend et synthétise la formulation du besoin et permettra d'identifier quelle fonction va répondre avant d'envisager les moyens techniques de réalisation. On va voir et découvrir comment, étape par étape, mener une analyse fonctionnelle. Pour ce qui est donc du bêta-corne, une synthèse de l'expression des besoins. Dans une analyse fonctionnelle, le besoin sera exprimé uniquement via le prisme des finalités du projet. Notre première étape sera donc de définir ce besoin. La formulation d'un besoin n'est pas toujours facile à faire parce que nous sommes souvent tentés d'exprimer une solution envisagée à la place du besoin qui est réel. On va prendre un exemple avec Marcel. Donc c'est une personne fictive. Marcel a décidé de créer une boutique en ligne dans laquelle elle pourrait vendre les bijoux fantaisie qu'elle réalise. Ne sachant pas comment s'y prendre, elle prend contact avec une petite agence digitale qui lui a été conseillée. Elle va donc dire au chef de projet qu'elle rencontre: j'ai besoin de vous pour réaliser une boutique en ligne. Ça, c'est le besoin qui est explicite. Mais en fait, c'est pas son besoin réel. Pour Marcel, ce serait plutôt générer un revenu par la vente de bijoux fantaisie. Ça, c'est le besoin qui est implicite. D'autres solutions existent pourtant. Vendre ses créations sur des marchés, ouvrir une petite boutique, faire de la vente à domicile, etc. Il y a de nombreuses possibilités. Marcel va ajouter alors une contrainte. Elle peut difficilement se déplacer. En prenant en compte ce paramètre, on comprend pourquoi elle voulait ouvrir un site web. L'analyse fonctionnelle ne doit pas présager donc de la solution à mettre en œuvre. Dans une analyse fonctionnelle, ce n'est pas uniquement le besoin du commanditaire qui sera exploité. On placera au centre de la démarche le besoin des utilisateurs du produit, ceux qui exploiteront le résultat du projet. L'objectif, c'est de réaliser le meilleur produit possible afin de satisfaire au mieux les besoins réels des utilisateurs. Et si les utilisateurs sont satisfaits, il y a fort à parier que le commanditaire du projet, il va l'être aussi lui. Par ailleurs, dans ce type d'analyse, on veillera à se concentrer sur les fonctionnalités qui sont clés, attendues, mais on n'évoquera jamais de solutions possibles lorsqu'elle traitera du besoin. Dans cette optique, on va rebaptiser l'objet du projet pour que son nom n'influence pas la réflexion et ne va pas orienter involontairement vers une réponse qui est préétablie. Il faut savoir que donc le projet web de notre Marcel ne sera, in fine, peut-être pas un site web au final. Pour ne pas orienter l'analyse du besoin, on le désignera par les lettres PWM. Mais n'importe quel terme neutre pourrait très bien être acceptable et faire l'affaire.
Pour formaliser donc le besoin, on aura besoin de répondre à 3 questions qui sont essentielles. La première consiste à se demander à qui le produit rendra service. On va décrire ici l'utilisateur en donnant les caractéristiques qui sont essentielles. Cette description va correspondre aux cibles, généralement déjà identifiées par le commanditaire. Donc par exemple, pour le projet PWM, le produit, donc notre résultat de projet, rendra service à des clients, femmes pour la plupart, désireuses d'acheter des bijoux qui sont créatifs et peu chers. En second lieu, on décrira sur quoi le produit agira. Cela peut être un matériau, dans le cas d'un produit physique, mais aussi un autre produit, de l'énergie ou des informations. On appelle cela la matière d'œuvre. Donc, dans le cas toujours de notre projet PWM, la matière d'œuvre sera constituée des informations à présenter et qui sont produites par Marcel, des visuels, des descriptions, etc. que le produit mettra en forme, le réseau Internet que le produit viendra enrichir. La troisième et donc dernière question sert à identifier dans quel but le produit sera réalisé. On indiquera l'objectif réel de l'utilisation du produit. Cet objectif doit être formalisé par une action et orienté du point de vue de l'utilisation. On utilisera donc un verbe pour le décrire. Le but du projet PWM peut être, par exemple, acheter facilement les bijoux à Marcel. Ce but est aussi appelé fonction principale. Alors, pour représenter ce besoin de façon synthétique, on utilisera un schéma appelé bête à cornes. Dessus, on voit l'utilisateur, à qui le produit va rendre service, la matière d'œuvre, sur quoi le produit agira-t-il, dans quel but, donc sa fonction principale. La bête à cornes présente visuellement les éléments qui sont clés qu'on vient de décrire en précisant des relations entre eux. Ça explique comment notre besoin primaire du projet, son objectif principal, a été formé. On le lira donc d'une façon telle quelle. Le entre crochets résultat du projet va permettre à entre crochets utilisateur, en agissant sur entre crochets matière d'œuvre, de satisfaire entre crochets besoin. Donc, si on reprend les éléments produits jusqu'à maintenant, on peut construire une bête à cornes pour Marcel. On a comme client femme pour la plupart, désireux d'acheter des produits créatifs et peu chers. On a les informations sur les produits et Internet. Et on peut acheter facilement les bijoux à Marcel. Ça nous permettra de définir le besoin ainsi. Le PWM permettra au client, en utilisant Internet, d'acheter en ligne facilement les bijoux de Marcel. Plusieurs formulations sont possibles, l'essentiel étant de bien retranscrire les liens entre utilisateurs, la matière d'œuvre et le produit pour parvenir à l'objectif qui est identifié. Pour la suite de la démarche, c'est cette expression de besoin qu'on doit garder en tête. Maintenant, il faut valider la pertinence du besoin. Une fois le besoin déterminé, il sera important de valider s'il perdurera au fil du temps. En effet, comme un projet est coûteux, on doit s'assurer que cet investissement sera utile et durable. On va donc vérifier la pertinence du besoin. Donc, plusieurs grands projets se sont avérés complètement inutiles une fois terminés. On va prendre par exemple le SK de Noisy-le-Grand. Il faut savoir qu'en 1993, une ligne de transport sur rail automatisée, système SK pour Soulet et de Kermadec, ces fabricants et concepteurs similaires au fonctionnement de câbles-cars est construit pour relier la gare RER à un nouveau quartier des affaires. Le projet a été mené à son terme et la ligne est parfaitement fonctionnelle, mais n'a jamais été mise en service. Le projet de construction d'un quartier d'affaires ayant finalement été abandonné. Pour établir la pertinence, on va vérifier que, comme pour le SK de Noisy-le-Grand, le besoin ne sera pas amené à disparaître, ni
à se modifier avec le temps. Pour cela, on doit se poser de nouvelles questions. Pourquoi ce besoin existe-t-il? On va préciser ici tout ce qui va justifier le besoin formulé. On va dresser une liste d'arguments. Il ne faut pas oublier qu'on se déplace toujours à côté de l'utilisateur et pas celui qui commande le projet. Alors voici quelques arguments qu'on pourrait avoir pour justifier le besoin de PWM tel qu'on nous l'a décrit. Le premier, pouvoir acheter un bijou à n'importe quel moment. Le deuxième, trouver de l'inspiration. Par exemple, lorsqu'on a besoin d'acheter un cadeau. Le troisième, pouvoir accéder à des produits qui sont originaux, quel que soit l'endroit où on habite. Finalement, à quelle finalité est-ce qu'on répond à ces besoins? On indiquera là les arguments qui vont justifier l'utilité du besoin et donc son but, qui va permettre d'accomplir s'il est satisfait. On va continuer avec des arguments qui définissent la finalité. Donc par exemple, passer commande dans des conditions qui sont confortables. Se faire livrer à domicile. Gagner du temps dans la réalisation d'un achat. À savoir que ces arguments sont identifiés et vous chercherez à déterminer s'ils sont susceptibles de disparaître. Donc, formuler des contre-arguments et évaluer s'ils sont crédibles ou non après cette opération. Si au moins un argument va rester valable, alors vous aurez validé le besoin que vous avez formulé. Donc, on va rester sur un exemple. On va transformer nos arguments que nous avons trouvés et on va voir si les contre-arguments sont crédibles. On a acheté un bijou dans les créneaux horaires spécifiques. Peu de gens aiment attendre avant de satisfaire une envie. Comparer une idée spontanée, par exemple lorsqu'on a besoin d'acheter un cadeau. C'est difficile d'avoir une idée sans source d'inspiration. Pouvoir accéder à des produits originaux, uniquement près de chez soi. L'offre sera limitée, c'est frustrant. Passer une commande dans des conditions inconfortables. Ça ne fait plaisir à personne. Se déplacer pour acheter des produits en boutique. C'est possible. Certains acheteurs aiment le contact humain avec les vendeurs. Prendre du temps dans la réalisation d'un achat. Or, ça, c'est une expérience déplaisante. La plupart des arguments sont solides. La fonction principale est donc validée. Maintenant, il faut décrire l'environnement du produit. Alors, aucun produit n'existera sans interaction avec le monde extérieur. Or, si c'était le cas, ce serait parfaitement inutile. Vous devez, pour terminer la définition des éléments préalables à l'analyse fonctionnelle, lister tous les interacteurs qui constitueront l'environnement du produit. Un interacteur va désigner tout élément qui sera en contact avec le produit. Il peut être de n'importe quelle nature, des composants, du milieu extérieur, l'utilisateur lui-même, des composants de l'utilisateur, par exemple sa main, ses yeux, ses doigts, ses poignets, des usagers, des normes, etc. Dans cette énumération, on a distingué utilisateur et usager. L'utilisateur, c'est celui à qui le produit est directement destiné. Les usagers, quant à eux, sont des individus amenés à interagir avec le produit, sans pour autant en être le destinataire. Par exemple, le consommateur qui va acheter une boîte de biscuits, c'est l'utilisateur. La boîte va lui indiquer ce qu'elle contient, l'aidera à conserver plus longtemps ses biscuits, lui permettra de l'ouvrir et bien sûr de la refermer. Le commerçant qui la transportera et donc va la mettre en rayon sera quant à lui l'usager de ce produit. Les usagers feront donc partie de l'environnement du produit. Pour décrire l'environnement du produit, on va utiliser une représentation graphique mettant en scène l'ensemble des interacteurs, c'est-à-dire avec qui ou quoi le produit est en contact. On va positionner le produit au centre et autour tous les interacteurs. L'utilisateur et la matière d'œuvre, par définition, font partie de l'environnement de notre produit. Pour certains produits, le nombre d'interactions peut être extrêmement élevé. Vous ne retiendrez alors que les plus importantes pour préserver la bonne lisibilité du schéma. Si on reprend notre exemple,
Ici, pour notre produit PWM, on pourra lister plusieurs interacteurs. On a un schéma ici qui en représente quelques-uns. Donc, outre l'utilisateur et la matière d'œuvre qui interagissent du fait avec le produit, on peut repérer parmi les interacteurs d'autres produits. Un terminal de consultation, des données, celles qui devront être communiquées par l'utilisateur pour se faire livrer ses produits, par exemple, des normes que le produit devra respecter, d'accessibilité notamment, un usager, l'administrateur du produit, et un système extérieur pour le suivi commercial. On peut constater la variété très importante des interacteurs qui sont possibles. Fonction de service pour analyse externe. Dans une analyse fonctionnelle, et d'après la norme NFEN 16271, une fonction définit l'action d'un produit ou de l'un de ses constituants. On utilisera donc des fonctions pour décrire ce que fait le produit ou ce qu'on lui fera. Dans tous les cas, une fonction va s'exprimer en termes de finalité. On la formulera par un verbe à l'infinitif, suivi de références aux interacteurs concernés par la fonction. Le sujet est donc implicite, mais sera toujours le produit. Vous pourriez précéder l'énoncé de chaque fonction par « le produit doit » faire cela. Pour en faciliter la compréhension par chaque membre de l'équipe projet, on n'utilisera pas de négation. Par ailleurs, on n'indiquera jamais dans la formulation d'une fonction comment elle sera réalisée. La référence à une solution ou une technologie spécifique sont à bannir. À l'aide de ces fonctions, on pourra décrire le produit en détaillant à quoi il sert, au lieu d'en définir des caractéristiques, comme on pourrait le faire spontanément. On va prendre un exemple. Permettre le partage de données au format CSV entre l'utilisateur et le système de gestion commerciale n'est pas une formulation correcte, car format CSV fait référence à une technologie qui est explicite. Ce n'est pas autorisé dans une fonction qui ne doit jamais faire référence à une solution. Par ailleurs, cette formulation associe en fait deux fonctions qui sont distinctes en plus. Enregistrer les coordonnées de l'utilisateur, qui seront utilisées de plusieurs façons, et mettre à jour le système de gestion commerciale à partir des données utilisateurs. Les fonctions de service et les fonctions contraintes sont à considérer comme une analyse fonctionnelle externe, c'est-à-dire centrée sur l'utilisation du produit. Cette analyse va décrire les interactions du produit avec son environnement. On va parler de fonctions de service un petit peu. Les fonctions de service représentent comment le produit va répondre à un besoin utilisateur. Elles décrivent des relations entre le produit et au moins deux interacteurs. On va rester sur un exemple. Mettre à jour le système de gestion commerciale à partir des données utilisateurs est une fonction de service viable. Elle implique une logique de synchronisation et des données effectuées par le produit qui va servir de lien entre deux interacteurs, données utilisateurs et système de gestion commerciale. Maintenant, on va parler de fonctions contraintes. Les fonctions contraintes, quant à elles, représentent les influences de l'environnement sur le produit et comment il devra s'y adapter. Ces interacteurs vont agir à sens unique sur le produit. Une fonction contrainte ne concernera donc qu'un seul interacteur. Elle précise une contrainte à satisfaire ou comment son usage pourra être modifié par un interacteur en particulier. Il faut quand même savoir que s'adapter aux contraintes d'un terminal de consultation, c'est une fonction contrainte correcte. Ça indique que le produit devra poursuivre et pouvoir s'adapter aux spécificités du terminal de consultation. Si ce dernier est un ordinateur portable, par exemple, ou un smartphone, le comportement du produit devra être différent. Ces deux types de fonctions permettent de décrire tout ce que le produit devra pouvoir réaliser et comment il pourra s'adapter à cet environnement direct.
Après cette courte parenthèse, on va parler maintenant des représentations des fonctions, le diagramme en pieuvre. Ces fonctions seront représentées uniquement sur le diagramme des interacteurs, qui appelle généralement le diagramme pieuvre. Cette dernière dénomination a été généralisée par la méthode APTE. Chaque fonction est matérialisée par un trait, reliant plusieurs interacteurs via le produit. Donc, on distingue la fonction principale, FP, qui correspond au corps de la bêta-corne, réalisée précédemment, donc comme on peut le voir ici. Dans les faits, cette fonction principale pourrait être scindée en plusieurs sous-fonctions, FP1, FP2, FP3, etc., pour préciser les interactions directes entre nos utilisateurs et la matière d'œuvre. Les fonctions de service, F5, sont identifiées par une référence. FS1, FS2, FS3, etc. Car des fonctions rédigées directement sur ce graphique seraient totalement illisibles. Les fonctions contraintes, FC, sont représentées par une flèche reliant l'interacteur au produit. Ça sert à représenter l'influence de l'interacteur sur celui-ci et seront également identifiées par une référence qui est unique. FC1, FC2, FC3, etc. Ces références seront utilisées dans la table des fonctions qui va permettre de caractériser avec plus de précision. Donc on va reprendre notre projet PWM et on va repartir de la carte des interacteurs qu'on a réalisée donc avant pour y ajouter les interactions possibles entre le produit et son environnement. On va préciser un peu ces interactions. FP, ça représente notre fonction qui est principale. Pour mémoire, c'était acheter facilement des bijoux de Marcel. On va la scinder en deux fonctions, ce qui va la rendre possible. Ainsi, le produit deviendra FP1, présenter à l'utilisateur les informations des bijoux sur Marcel. FP2, être accessible via Internet par l'utilisateur. Ensuite, 6 fonctions de service seront présentées là-dedans. La première, collecter des données utilisateurs. Donc par exemple les coordonnées de livraison. La seconde, être utilisable par l'utilisateur dans son terminal de consultation. Smartphone, ordinateur, par exemple. La troisième, permettre à l'administrateur de consulter les données utilisateurs. La quatrième, faciliter l'ajout ou la modification des informations sur les bijoux par l'utilisateur. La cinquième, mettre à jour le système de gestion commerciale à partir des données utilisateurs. La sixième et dernière, permettre à l'utilisateur de réaliser un achat sécurisé via un opérateur de transaction. Attention, le produit devra aussi satisfaire quelques exigences complémentaires qui sont représentées par des fonctions contraires. La première, c'est s'adapter au contraire du terminal de consultation. Ensuite, on a être conforme aux normes d'accessibilité. Et enfin, pour terminer, respecter les contraintes de l'opérateur de transaction. Lorsque vous avez identifié donc toutes les fonctions du produit, on peut en évaluer la pertinence en suivant donc la même méthode que celle que je viens de vous présenter, que vous voyez à l'écran. On peut ainsi s'assurer que chaque fonction est bien légitime et durable dans la phase de vie du projet. Les fonctions doivent maintenant être détaillées de façon à ce que tous les intervenants du projet puissent comprendre facilement les étendues du produit. Maintenant, on va voir comment caractériser les fonctions, la table des fonctions. Dans une analyse fonctionnelle, une fonction peut être décrite par 5 composants. Valeur, critères d'appréciation, niveau, flexibilité, limite. Donc, concernant la valeur, ici, comme on peut le voir, on a donc les 5 parties. On va zoomer sur notre valeur. Voilà. Donc, la valeur. La valeur est un moyen de hiérarchiser les fonctions du produit. Certaines représenteront plus de bénéfices pour l'utilisateur, d'autres moins. Cette valeur, elle est généralement définie intuitivement, même si dans certains cas, elle pourrait être objectivement mesurée.
Pour vous aider donc à fixer une référence, on peut appliquer la méthode MOSCOW, qui est assez répandue lorsqu'il s'agit de prioriser des éléments. Ça définit 4 seuils qu'on pourrait décrire donc ainsi selon notre contexte. M pour must have, on doit avoir. On indique que la fonction représente une valeur maximale dans l'utilisation. C'est incontournable. Et ce produit ne pourra pas exister sans elle. Ce sera donc obligatoire. S pour should have, on devrait avoir. Ça représente une valeur qui est quand même élevée, apportée par la fonction et indique qu'on devra tout mettre en œuvre pour l'implémenter. Cette fonction rend possible l'objectif initial du produit. Elle est liée à la fonction principale. On peut donc dire que la fonction est essentielle. C pour could have, on pourrait avoir. Ça indique une valeur moyenne apportée par la fonction. Ça améliore ou facilite l'utilisation du produit. C'est une fonction, on va dire, de confort qui facilitera l'expérience de l'utilisateur. C'est important. W pour would have, on voudrait avoir, indique une valeur faible, mais ça apporterait un petit bonus, un petit plus au produit. On peut caractériser donc les chiffres apportés par la fonction en utilisant des lettres M, S, C ou W. Ou alors leur faire correspondre des chiffres, si ça vous semble beaucoup plus explicite. Par exemple, M égale 4, S égale 3, C égale 2, W égale 1. Ce sont que des exemples. Bien sûr, vous êtes libre de mettre les chiffres qui vous semblent les plus parlants, selon le contexte. Il faut néanmoins, comme je l'ai dit, s'assurer que tous les contributeurs du projet comprennent bien la classification. Cette valeur pourra aider à donc séquencer le projet. Par exemple, ça permettra de prioriser le développement des fonctions et ça apportera une plus grande valeur au produit. Ce sera également un bon outil pour guider vos choix en cas de difficulté pendant le déroulement du projet, si les arbitrages sont à faire. Ou alors on sacrifiera d'abord la fonction faible de valeur 1 ou W. Donc prenons l'exemple de la fonction FP1, présenter à l'utilisateur des informations sur les bijoux de Marcel. C'est une fonction qui est principale. Si elle n'est pas présente, notre produit ne peut pas exister. On imagine mal que l'utilisateur puisse acheter un produit qui ne lui est pas présenté. Sa valeur sera donc M ou 4 selon l'échelle qu'on choisit. Maintenant, le critère d'appréciation. Le critère d'appréciation va indiquer clairement pour chaque fonction identifiée un moyen d'évaluer si la fonction remplit son rôle. Pour les fonctions de service ou si elle respecte la contrainte à laquelle elle fait référence. Pour les fonctions contraintes. Ces critères dépendra de la fonction et doit donc être explicite et mesurable. Il peut désigner une quantité ou un angle d'évaluation, sécurité, assimilation, etc. Une fonction peut être appréciée sur la base d'un ou plusieurs critères qui lui est propre. Si on reprend notre exemple avec la fonction FP1 présenter à l'utilisateur des informations sur le bijoux de Marcel, doit permettre à l'utilisateur de visualiser les produits proposés. On pourra juger si cette fonction va remplir son rôle au travers de plusieurs critères. Par exemple, le nombre de bijoux, photographie des bijoux, descriptif des bijoux, etc. Maintenant, on va parler du niveau. Le niveau qui est attendu pour chaque critère doit être précisé ici. C'est une façon d'indiquer l'objectif à atteindre par la fonction. On saura alors quelle valeur doit être affectée au critère. Si c'est une quantité ou quelles conditions vont permettre de satisfaire pour un angle d'évaluation. Par exemple, on va affecter un niveau à nos 3 critères précédents. Nombre de bijoux de 20 à 50. Photographie des bijoux 3. Descriptif du bijou, texte 250 à 500 caractères. Quelque chose d'autre qui est important, c'est la flexibilité. La flexibilité, ça va déterminer par le commanditaire du projet. Ça permet de préciser s'il est possible de modifier
le niveau de critères présentés. Alors, traditionnellement, on va utiliser une échelle de 0 à 3 pour indiquer un niveau de flexibilité. F0 va signifier aucune flexibilité. Le niveau de critère n'est pas modifiable. F1 pour flexibilité faible. Le niveau pourra être modifié à la marge. F2 va indiquer une flexibilité qui est intermédiaire. Le niveau est modifiable. F3 pour une flexibilité qui est maximale. Il faut noter que pour les flexibilités faibles et intermédiaires, on peut préciser l'amplitude de cette flexibilité, par exemple à l'aide d'un petit pourcentage. Si on prend un exemple, donc comment indiquer la flexibilité des niveaux pour les critères qu'on a cités précédemment, le nombre de bijoux de 20 à 50. Flexibilité 3. Le nombre de bijoux présentés n'est potentiellement pas limité. Si on prend la photographie du bijou, 3. Le nombre de photos n'est pas amené à évoluer significativement. On envisage une amplitude de plus 1 ou moins 1. Descriptif du bijou, texte de 250 à 500 caractères. Le descriptif du bijou peut être très variable selon sa complexité et l'inspiration de Marcel. Concernant les limites qui sont acceptables, on va terminer avec la qualification des fonctions en précisant si des limites hautes et ou basses sont imposées pour valider la fonction. Alors, au-delà de ces limites, la satisfaction du besoin sera dégradée. La fonction ne sera donc pas acceptée. Selon les critères envisagés, on peut toujours indiquer des limites. Donc, on a par exemple une limite à nos critères. Nombre de bijoux de 20 à 50. Donc, F3, limite 10, etc., etc., etc. Vous avez l'exemple à l'écran. Maintenant, on va parler de la table des fonctions avec sa structure. Vos fonctions sont caractérisées. Vous allez pouvoir les rassembler dans un tableau. Ce format de présentation va vous faciliter la lecture, mais ça va permettre également aux acteurs du projet d'en apercevoir la globalité. Non pas en décrivant les composants du projet et du produit, mais en rassemblant dans un seul et unique document tout ce que le produit devra accomplir pour satisfaire le besoin qui est initial. La table des fonctions reprendra toutes les caractéristiques qu'on vient d'évoquer. Maintenant, si on applique donc notre tableau. Donc on va appliquer cette formalisation à nos produits PWM. Donc on peut le voir à droite, on a construit donc la table des fonctions avec quelques-unes de celles qu'on peut identifier. Par exemple, présenter à l'utilisateur des informations sur les bijoux de Marcel. On a comme critère le nombre de bijoux, la photographie. Je vous laisse le lire. Maintenant, concernant la description du besoin. Donc, à l'aide d'une bête à cornes, l'analyse de sa pérennité, la prise en compte des interacteurs et la formalisation de leurs relations grâce au diagramme en pieuvre, la table de fonctions est précise et ça précise les exigences, constitue ensemble un cahier des charges qui est fonctionnel au sens de la norme AFNOR NF-EN 16271 du 16 février 2013. Donc ce qu'il faut retenir donc, dans l'essentiel, c'est, comme on peut le voir, donc une approche qui est la conception par les besoins et les valeurs utilisateurs. On a des outils qui sont clés et qui sont quand même très importants. On a des fonctions dont on a parlé tout le long de cette vidéo et une formalisation, donc le diagramme en pieuvre, une table des fonctions, ce qui donne notre cahier des charges. Donc, pour vraiment conclure, ce qu'il est important de retenir dans l'analyse fonctionnelle, c'est que ça propose d'envisager la conception d'un produit sous l'angle du besoin qui conditionnera la valeur apportée par le produit. On va décrire ce besoin de façon concise. On pourra utiliser l'outil bête à cornes. C'est une représentation graphique qui va matérialiser les relations entre utilisateurs à qui le produit, résultat,
du projet va rendre service. La matière d'œuvre, matériaux, énergie ou information sur laquelle le produit agira afin d'atteindre un objectif premier du produit. Ce sera sa fonction qui est principale. Le besoin décrit, on cherchera à en valider ce qu'on appelle la pertinence, en vérifiant que ce besoin va persister au fil du temps. On y parviendra en explicitant les raisons pour lesquelles ce besoin existe et en décrivant les finalités du produit. Si au moins une de ces raisons est pérenne, alors le besoin principal sera validé. Pour compléter donc la description d'un produit, on cherchera à identifier les éléments qui sont extérieurs, avec lesquels le produit sera en contact. Il pourra s'agir d'interactions ou de contraintes externes qu'on qualifiera par le terme interacteur. On va les positionner visuellement autour du produit pour matérialiser une carte des interacteurs. Il sera alors temps de décrire avec plus de précision ces interactions entre notre produit et son environnement. On va commencer par le représenter par des liens entre le produit et les interacteurs qui sont identifiés. Ces simples traits donneront naissance à des fonctions dites de service, quand elles reprendront et répondront à un des éléments de besoin, utilisateur ou fonction, contrainte, pour représenter l'influence de l'environnement sur notre produit. On va réaliser ainsi un diagramme pieuvre. Alors, pour finir, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les fonctions seront rassemblées dans une table de fonctions qui va permettre de préciser en leur attribuant une valeur de critère d'appréciation, un niveau de satisfaction appréciable, acceptable, ainsi qu'un degré de flexibilité. L'ensemble de ces représentations va constituer un cahier des charges fonctionnel au sens de la norme NFEN 16271.